3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Avant de commencer, comme d'hab, c'est l'heure de vous parler de ma petite OP spéciale fête de fin d'année. Vous le voyez, le poster de la Dream Team derrière moi, il tue, hein. Bon, désolé pour les petits reflets, vous le verrez mieux après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il m'a été envoyé par Popster, une entreprise familiale super cool, merci beaucoup. Mais ce qu'il faut encore plus retenir, c'est que je vais vous offrir un code qui vous offrira des promos sur tout leur site. Mais bon, avant ça, vous connaissez, je vais vous la présenter cette boîte. Et si vous maîtrisez déjà tout et que vous voulez zapper le clic, je vous mets le timecode là au creux de ma main. Après 3 posters super cool que je vous avais présentés au mois de juillet, je mets en lumière les 2 nouveaux petits bébés de Popster. Le premier rend un hommage de taille à Kobe, tandis que le deuxième est dédié à l'équipe probablement la plus iconique de tous les temps, la Dream Team de Barcelone. Chacun de ces posters est d'une qualité exceptionnelle, en étant imprimé sur du papier ultra pro, en mode 250 grammes par mètre carré. Le truc impossible à déchirer, même pour le sosie raté de Vin Diesel. Puis ça ne s'arrête pas là, car l'encre utilisée, avec son rendu mat, est assez géniale, car elle résiste complètement aux UV. Ça vous rendra certain que malgré plusieurs années d'affichage, même devant une fenêtre exposée plein sud, votre poster ne bougera pas. Lâche l'affaire, le soleil n'essaie même pas, on est sur du level premium. Enfin, pour être complet, je dois ajouter un détail qui plaira beaucoup aux collectionneurs. Tous les posters sont publiés en édition très limitée, numérotée et accompagnés d'une carte plastifiée collector. Alors dépêchez-vous de faire commande, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est pas génial la qualité de ces posters? Et ce qu'il est encore plus, c'est que si vous commandez chez eux, vous participez activement au développement et au soutien de la chaîne. Alors comme promis, je vous le file ce code promo, qui vous donnera 15% de réduction sur tous leurs produits. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur la petite phrase là, rentrer le code promo, ça s'invente pas. Du vrai win-win pour tout le monde donc, et avec tous ces avantages, ce serait bien dommage de ne pas passer commande au Père Noël. Mais si aujourd'hui vous êtes là, c'est pour entendre parler de NCAA en mode guide ou en mode tutoriel, comme vous voulez. Gravitational potential energy to kinetic energy. Cette vidéo, ça va être un peu le point de départ de tous les Airball Projects que je vais faire cette année. Mercredi, le basket universitaire a repris et j'ai passé une bonne petite nuit blanche à mater Oklahoma State, Michigan, Kentucky et Villanova. Et waouh, qu'est-ce que ça m'a hypé, c'est tellement sous-coté le basket universitaire, surtout qu'en France, c'est pas simple à mater. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait vous plaire d'en apprendre plus vu la super cuvée de draft qui nous attend. J'ai pas trop le droit de vous partager les liens en streaming pour regarder, mais vous verrez, ça se trouve facilement. Moi, ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est introduire le collège basketball à ceux qui maîtrisent moyennement et donner mes prédictions à ceux qui suivent un peu plus. Voilà pourquoi la première partie sera en mode tuto. Je sais que le mode de fonctionnement de la NCAA échappe à beaucoup d'entre vous, du coup je vais m'y pencher et essayer d'expliquer tout de A à Z. Bien sûr, dès que je pourrai, je donnerai des illustrations et dès que j'en aurai, je livrerai des anecdotes croustillantes. Si ce championnat est tant suivi aux States, ce n'est pas un hasard et je veux que vous compreniez pourquoi. Évidemment, j'aborderai rapidement aussi ce qui va changer avec le Covid. Ensuite, dans une deuxième partie qui m'a fait kiffer, je vous parlerai de quelques joueurs à suivre cette saison avant la draft. J'évoquerai aussi quelques Français et je me mouillerai en donnant mes facs favorites pour le titre. Bah dis donc, gros programme! Ça c'est clair, mais j'ai vraiment envie de faire un bête de truc en mode le guide le plus complet possible de la saison 2020-2021 en NCAA. Alors c'est parti pour cette vidéo tuto guide qui vous permettra de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la saison de basket universitaire qui vient de commencer. Première chose importante, en NCAA, il y a 3 divisions. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir en France, la répartition des facs dans ces divisions n'a pas été établie sur des critères sportifs. Non, ici, plus une académie est renommée et plus elle sera dans une division haute. Ça veut dire que les meilleurs joueurs ne sont pas tous forcément en division 1. Si, ne t'en fais pas à ce propos. Généralement, les facs les plus réputés ont les meilleurs programmes, les meilleurs coachs, les meilleures installations sportives. Du coup, clairement, tous les meilleurs prospects s'engagent en division 1. D'ailleurs, c'est essentiellement sur celle-ci qu'on va se concentrer aujourd'hui, tant les divisions 2 et 3 sont peu médiatisées. Petite anecdote quand même qui vaut le coup d'être raconté au sujet des Beavers, l'équipe de l'Institut technologique de Californie. Eh bien, sachez que pendant 26 ans, la team n'a pas remporté une seule victoire contre une autre fac de sa conférence. 310 défaites, 26 ans de lose de suite, c'est pas un truc de ouf? Lose. J'espère que ça vous permet de capter en tout cas à quel point les niveaux peuvent être hétérogènes et pourquoi on va se concentrer surtout sur la division 1. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette division 1, il y a 357 équipes dispatchées sur tout le territoire. Elles sont réparties en 32 conférences. L'Alaska est le seul état qui n'a pas d'équipe en
division 1, mais ils en ont 2 en division 2. Mais bref, revenons sur ces 32 conférences qui ne sont pas réparties forcément de façon géographique, comme en NBA, même si ça peut être le cas. Certaines conférences, par exemple, ne regroupent que des facs privées, d'autres, comme la Ivy League, n'acceptent que des académies de haut standing, comme Harvard ou Columbia. Ah oui, la conférence des intellos. C'est ça, les critères sont nombreux pour organiser les conférences et tout est très ouvert. L'essentiel est juste qu'il y ait un point commun, quel qu'il soit entre toutes les teams. Notons également que chaque conférence se compose d'un nombre d'équipes se situant entre 8 et 16. Mais pour continuer sur ces conférences, il faut souligner que toutes ne sont pas de même niveau, loin de là. Voilà pourquoi on parle de High Majors pour les facs les plus réputées, de Mid Majors pour les facs un peu moins classées et de Low Major pour les facs de 3e rang. Histoire d'être complet, voici les conférences les mieux classées. D'abord on a l'ACC avec des programmes comme Duke, Georgia ou North Carolina. Vient ensuite la Big East qui réunit entre autres Marquette, Georgetown et Villanova. La Big Ten avec Illinois, Michigan ou Ohio State. La Pac-12 avec Arizona, UCLA ou USC. Et enfin la SEC, à ne pas confondre avec l'ACC, même si ça se prononce presque pareil, avec par exemple Florida, Kentucky et LSU. Bon là c'est un bref aperçu, mais j'allais pas me lancer dans un truc où j'allais vous lister les 357 teams. Comme en NBA, chaque équipe a son surnom. Les Bloody Vols de Duke, les Gators de Florida ou encore les Tar Heels de North Carolina pour vous donner quelques exemples. Notons quand même que vu le nombre de programmes, plusieurs facs partagent le même nickname. C'est le cas par exemple des Wildcats de Kentucky, des Wildcats de l'Arizona ou encore des Wildcats de Villanova. Visiblement en NCAA, ils kiffent les chats sauvages. Bon là on a les bases, mais c'est maintenant que ça se complexifie un poil. Bah ouais, comment ils font pour établir un classement cohérent avec 357 facs? La question est bonne car c'est justement là que je voulais en venir, on dirait presque que c'est moi qui t'écris tes textes. Généralement une fac joue entre 30 et 40 matchs par saison, donc une team ne peut absolument pas rencontrer toutes les autres. Alors ouais, comment faire un classement qui ait du sens? Vu que chaque équipe ne rencontre pas forcément des adversaires de même niveau ou ne joue pas forcément le même nombre de matchs, un simple bilan victoire-défaite serait faussé. Du coup, et c'est là que c'est compliqué à entendre pour les gens trop terre à terre, chacun se débrouille avec ses critères subjectifs. Chaque lundi par exemple, et c'est très attendu, l'Associated Press sort son classement, son top 25 qui a beaucoup de valeur. Il faut dire qu'ils ne font pas les choses à moitié non plus, avec pas moins de 64 spécialistes qui se réunissent pour élaborer ce top. Autant dire que même s'il n'a rien d'officiel, il est le classement le plus coté du pays. Les critères sont en tout cas très nombreux, comme la valeur d'une victoire en fonction du niveau de l'adversaire ou de sa forme du moment, l'écart de points, la localisation d'un match à domicile, à l'extérieur ou sur terrain neutre. C'est un truc de malade qui dépasse largement ce que je fais avec mes petites étoiles dans mes overtime. Pour faire simple en gros, quand tu es une grosse fac, tu n'as pas intérêt à perdre à domicile contre un petit programme si tu ne veux pas chuter dans les tops. Du coup, pour enchaîner, je veux parler du déroulement de la saison, qui s'étale sur plusieurs phases. Sachez avant ça que de manière générale, une fac joue 2 fois par semaine à peu près, avec souvent un match le samedi, vu que c'est le jour consacré au sport universitaire aux États-Unis. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque nouvelle saison, la date de début des entraînements pour tout le monde est décidée par la NCAA. Il est absolument interdit de faire des practices avant. Puis faut pas rigoler là-dessus, parce que même si on ne va pas rentrer dans le détail, il faut savoir que la ligue a des restrictions très strictes concernant les entraînements, leur heure et leur date. En tout cas, quand sonne l'heure de la reprise, c'est là qu'a lieu la Midnight Madness, que beaucoup de facs aiment pratiquer selon la tradition. C'est quoi là ta Midnight Madness? Tout le monde met un masque et danse la carioca? N'importe quoi, la Midnight Madness c'est un truc que je trouve génial. Certaines facs, quand l'heure arrive, généralement mi-octobre, décident de lancer les hostilités dès que résonne le 12e coup de minuit. C'est alors que commence un scrimmage, c'est-à-dire un match d'entraînement entre les gars de l'équipe, devant des fans venus en masse, ultra motivés à l'idée de découvrir les nouveaux joueurs qui porteront les couleurs de leur fac. Dans pas mal de programmes, c'est comme ça qu'on marque le début de la saison, et c'est souvent un moment fort dans la vie de campus. Quand on voit qu'en 2006, il y avait plus de 23 000 spectateurs venus voir le scrimmage de Kentucky, on s'en rend vite compte. Mais ça, même si ça peut être très spectaculaire, et que certains gars en profitent pour faire le show, ça ne reste que de la préparation. La première phase officielle prend place en novembre, on l'appelle celle des matchs hors conférence. Là, ce sont les facs qui s'arrangent entre elles pour organiser des matchs. Chaque coach choisit ses adversaires comme il veut pour cette première phase. L'essentiel, c'est de s'entendre avec les autres. Ah bah je serais eux, je ne prendrais contact qu'avec des équipes de bas de tableau pour m'assurer des victoires faciles. Ne parle pas trop vite, faire ça représenterait sûrement un bien trop gros risque inconsidéré. Bien sûr, les coachs des gros programmes aiment monter crescendo quant à l'adversité, mais n'organiser que des matchs contre des low majors serait une erreur. Parce que oui, chacun de ces matchs compte bien évidemment dans le classement final, et tu te rappelles des critères de tout à l'heure? Je les remets et regarde le premier, un des plus importants. Pour une grosse fac, gagner un match contre un faible adversaire n'apporterait que peu de points dans le classement, vu que tout le monde s'y attend, alors que faire un faux pas pourrait être synonyme de complète dégringolade. En faisant ça, les high majors auraient donc énormément
énormément de choses à perdre pour pas grand chose à gagner, mauvaise idée donc. Notons aussi que dans cette phase, pas mal de tournois sont généralement organisés, notamment lors du week-end de Thanksgiving. Bon là malheureusement ce sera un peu retardé à cause du Covid. Mais souvent à ces occasions on essaye de faire des trucs de ouf, genre aux Bahamas ou sur un porte-avions histoire d'attirer le public, mais ce n'est pas toujours le cas, certains tournois heureusement sont plus sobres. Moi par exemple le tournoi qui me hype le plus chaque saison c'est le Philadelphia Big Five qui se déroule au Palestra. Les vrais qui connaissent l'aventure de mes Six Men connaissent très bien cette salle. Le Big Five Tournament réunit les 5 programmes les plus réputés de la ville, c'est-à-dire Villanova, Temple, La Salle, Penn State et Saint-Joseph. Et là ça rigole pas, c'est pas les Bahamas, c'est toute la domination sur la ville de Philly qui s'y joue. Et clairement il y a vraiment de l'engagement, les joueurs y tiennent à ce trophée, c'est symbolique. En tout cas tournoi ou pas, cette première phase hors conférence donne réellement l'impression d'avoir un vrai aperçu des forces en présence pour la saison NCAA. Mais en janvier débarque la seconde partie de la saison, celle des matchs de conférence. Facile à retenir, non? Là, ça se passe de façon classique. Toutes les équipes appartenant à une même conférence s'affrontent, généralement sur un format aller-retour, puis on obtient un classement, conférence par conférence. Ça permet vraiment de savoir qui vaut quoi face à des rivaux qui sont à peu près de son niveau. Puis pour conclure cette phase, il y a la Champ Week, qui réunit toutes les meilleures équipes d'une même conférence. Dites-vous qu'en gros c'est des playoffs quoi, sur une semaine en mode élimination directe qui permettent d'élire à chaque fois le champion de chaque conf. Chacun de ces champions, donc 32 équipes sont alors directement qualifiées pour la March Madness. Oula, tu vas un peu vite pour moi. La March Madness, j'ai déjà entendu ce nom, mais va falloir que tu m'expliques ce que c'est exactement. Bien sûr, j'allais y venir. Il s'agit du tournoi de basket universitaire le plus important du pays. Il permet de désigner rien d'autre que celui qu'on appelle le champion NCAA. Cette période de la saison est vraiment dingue et représente aux US l'événement le plus suivi. À la télé après le Super Bowl, il y a une émulation de fou et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Ça a lieu de mi-mars à début avril et ce qui plaît, ce qui en fait le piment là encore, c'est le mode élimination directe. Tout le monde réclame des upsets et n'attend qu'une chose, voir un gros se faire éliminer par un petit poussé. Mais bref, lors de cette grande fête du basket universitaire, 68 équipes sont invitées. Parmi elles, les 32 teams qui ont gagné leur tournoi de conférence, plus 36 autres qui sont choisis par le comité de sélection. Là, ce truc-là, on n'a pas trop l'habitude hors des États-Unis, et ça peut ressembler un peu à la foire. Pour ces sélections, les critères sont variés et dépendent de chacun des membres, mais ils ressemblent plus ou moins à ceux que j'ai listés tout à l'heure pour le top 25 de l'Associated Press. Par contre, eux, pour essayer de mathématiser tout ça au maximum, ils s'appuient sur un outil, le NCAA Evaluation Tool. C'est une formule mathématique qui réunit tout un tas de critères afin d'en sortir un chiffre. Bon, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, et les membres du comité ne sont pas obligés de s'appuyer dessus. Mais au moins, ça donne un indicateur chiffré, réel, qui est plus ou moins fiable. Bon, après, généralement, c'est logique, on a plus de chances de participer à la March Madness lorsqu'on appartient à une conférence majeure. La Big Ten, par exemple, en 2019, a vu 8 de ses 14 équipes participer au tournoi, ce qui veut dire que 7 ont été repêchés par le comité, un record. Et sachez également que ce record aurait pu exploser en 2020 si la March Madness n'avait pas été annulée. Ouais, la Big Ten possédait 12 équipes dans le top 36 du classement élaboré par le NCAA Evaluation Tool. J'aurais bien aimé voir ce que le comité de sélection aurait fait, je ne sais pas du tout comment ça se serait passé sans le Covid. Mais bref, quand tout ce petit comité s'est décidé, a lieu le Selection Sunday, ce jour où le tableau de la March Madness est publié. Ça ressemble à ça, ce tableau on l'appelle le bracket, et il est divisé en 4 parties géographiques, Est, Ouest, Sud et Midwest. On se débrouille pour que les têtes de série numéro 1 soient chacune dans une partie du tableau. On fait pareil pour les têtes de série numéro 2 et ainsi de suite. Tout est fait également pour que deux équipes d'une même conférence ne puissent pas s'affronter avant les finales régionales. C'est pour ça que je ne sais pas comment ils auraient fait avec les 12 équipes de la Big Ten. On essaie de faire en sorte aussi que durant les 2 premiers tours, aucun match ayant déjà eu lieu lors de la saison régulière ou lors de la March Madness précédente ne se déroule. Je vais pas le cacher quand même, tout ça est une vraie usine à gaz. Évidemment, ce Selection Sunday et l'annonce des équipes qualifiées est un vrai tournant dans la saison. Certains campus sautent de joie et des scènes de liesse incroyables ont lieu, tandis que d'autres déçus se sentent lésés. Mais ça fait partie du truc, du système. À chaque fois, beaucoup crient à l'injustice et beaucoup de critiques sont formulées à l'encontre de ce mode de sélection. Mais rien à faire, c'est comme ça que ça marche, la March Madness. D'accord, c'est brutal, mais je capte. Par contre, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 68 équipes qualifiées. C'est pas un bon multiple, ça, pour un tournoi à élimination directe. On ne peut rien te cacher à toi, mais t'as bien fait de faire la remarque, j'ai failli oublier. Au début de la March Madness a lieu le First Four. Il s'agit de 4 matchs similaires au play-in qui a eu lieu dans la bulle en NBA l'an dernier, qui auront lieu cette année encore, et qui donnent le droit de participer au tournoi final. Ces 4 matchs voient s'affronter les vainqueurs des conférences les moins bien classées et les teams qui disposent des moins bons bilans parmi les 38 repêchés. Les vainqueurs de ces rencontres du First Four obtiennent ensuite une place bien précise dans le tableau. Et là, comme tu le vois, on l'a ton multiple, alors c'est parti pour un tournoi éliminatoire avec 64 équipes. Le procédé est logique, il se déroule tour par tour, où à chaque fois, le nombre d'équipes se divise par 2. Notons pour aller un peu plus loin que chaque tour
tour à son petit surnom. D'abord le Round of 64, puis le Round of 32, ensuite le Sweet 16, le Elite 8 ou finale de région, et enfin le tant attendu Final Four qui comprend les demi-finales et les finales. Cette March Madness, je crois que t'as capté, c'est comme à Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. Mais un truc que j'aime bien pendant la March Madness et dont je suis obligé de parler, c'est la bracketologie, une vraie institution aux États-Unis. La tradition, quand la commission publie le bracket, est de prédire les résultats de chaque match, tour par tour, jusqu'à désigner son champion. Là, tout le monde s'y met aux States, connaisseur ou non. Pour illustrer ça, sachez que Barack Obama himself participe à ce petit jeu chaque année et il fait ça avec un sérieux incroyable. Bon après, soyons honnêtes, c'est quasiment impossible d'avoir tout juste pour les 67 matchs du tournoi. Sachant qu'en plus, si vous faites une erreur, ça vous pourrit tout le reste ensuite. Ce truc est tellement impossible qu'ESPN propose 1 million à n'importe qui réussira. À ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, ils n'ont jamais eu à lâcher un seul billet. Mais ce que je trouve fun dans tout ça, ce sont les méthodes pour remplir les brackets. Certaines personnes se filment, font ça à pile ou face et obtiennent d'excellents scores. Pour information, il y a quelques années, on avait fait ça avec un pote qui n'y connaissait absolument rien. Il décidait de faire gagner à chaque fois la team qui avait le plus beau logo ou les couleurs qu'il préférait. Bah, il a eu un meilleur score que moi. Ajoutons pour terminer qu'il existe d'autres tournois à la fin de l'année pour les équipes qui ne participent pas à la March Madness, et notamment le NIT, qui a beaucoup moins de valeur. Chaque saison, le bracket que l'on suit assidûment et le vainqueur que l'on retient réellement, c'est celui de la March Madness, aucun autre. Bah dis donc, ça en fait des choses qui changent de la NBA dans le fonctionnement, et le déroulement des matchs, c'est le même? Et non, ce serait trop simple, les différences sont bien trop nombreuses et je vais soulever les principales. Déjà, au lieu d'avoir 4 quarts-temps de 12 minutes, on a 2 mi-temps de 20, ce qui fait 8 minutes de temps de jeu en moins au total, mine de rien. Ensuite, au lieu d'avoir 24 secondes pour tirer, comme en NBA, on en a 30. Cela laisse plus le temps aux gamins d'apprendre à organiser le jeu en gérant des systèmes sur de longues possessions. Forcément, déjà, avec ces deux changements-là, on peut facilement imaginer que ça score moins à la fac. Atteindre les 80 points est déjà quelque chose de bien. Mais ce n'est pas tout, la ligne à 3 points est plus proche aussi. Jusqu'au début de la saison 2019-2020, elle était à 6,32 m, mais depuis un an, elle est passée à 6,75 m, comme en FIBA. On l'a éloignée, mais on n'est pas encore aux 7,23 m de la NBA. Notons d'ailleurs que le passage de 6,23 m à 6,75 m, à part une petite chute d'adresse, n'a quasiment rien changé en NCAA. Quelle que soit la distance de la ligne, les spécialistes du shoot n'ont jamais hésité à dégainer 1 mètre derrière pour prouver aux scouts qu'ils avaient du range et écarter le jeu. Peu de changements donc. Différence notable encore, les fautes collectives. Au bout de 7 par équipe, dans une mi-temps à la fac, on va automatiquement au lancer franc, même sur une faute qui n'est pas faite sur un tir. Là, on adopte la règle du 1+1. En gros, un joueur shoot un premier lancer et s'il le met, il a le droit d'en tirer un deuxième. S'il le rate, le rebond est en jeu et le match continue. À partir de la 10e faute collective, par contre, 2 lancers francs sont autorisés quoi qu'il advienne à chaque faute. Là, on est pas mal maintenant, que dire d'autre? Ah oui, vu qu'un match se déroule sur 40 minutes et pas 48, un joueur n'est pas exclu à sa 6e faute mais à sa 5e, comme en FIBA, plutôt logique. Là je crois que du point de vue des règles on a bien fait le tour. Mais pour moi en vrai la différence principale ne se situe pas sur le terrain, mais dans les tribunes. Dans le college basketball, les fans sont juste bouillants. En fait, même si le level affiché n'est clairement pas le même qu'en NBA, le championnat est ultra populaire. Les salles sont toujours pleines et le Carrier Dome à Syracuse peut accueillir jusqu'à 33 000 personnes. À titre de comparaison, en NBA, aucune salle ne dispose d'une capacité supérieure à 21 000 sièges. Là-dessus, Adam Silver peut aller se rhabiller. Mais comment ça se fait ça que les fans ne préfèrent pas mater de la NBA si le niveau est meilleur? Eh bien en fait, la NCAA c'est culturel. Les fans disposent d'un vrai sentiment d'appartenance avec l'équipe qu'ils supportent. Aux États-Unis, quand on va à la fac quelque part, on s'y sent attaché toute sa vie, plus qu'à une franchise NBA qui, elle, peut déménager n'importe quand. Donc là, tu imagines, tout le monde est chaud pour mettre l'ambiance. Déjà, dans chaque fac, tu retrouves la Student Section, composée d'étudiants complètement déjantés qui crient et gesticulent sans jamais s'arrêter. Des gars comme ça, on en retrouve que peu en NBA, mais si avec ça, dans ce joyeux cirque, t'as aussi les fanfares et les cheerleaders, sans oublier les anciens de la fac, qui ne sont pas aussi calmes que ce que l'on pourrait croire. L'atmosphère dans une salle universitaire est juste détonnante. Petit moment que j'aime bien d'ailleurs, la Silent Night dans la fac de Taylor, je kiffe beaucoup trop cette tradition. En fait, une fois par an, un vendredi, pour que les étudiants n'aient pas cours, le lendemain, une soirée spéciale est organisée. Et là, la règle est stricte, le début de la rencontre se déroule dans un silence de cathédrale, personne n'a le droit de faire un bruit, ni même de parler à voix haute. Le truc, c'est que toute la salle attend le 10e point de son équipe pour exploser. Et quand je dis exploser, c'est exploser, un truc de malade, il y a vraiment qu'en NCAA qu'on peut voir ça. Puis faut croire que ça motive les joueurs de Taylor, qui depuis 1997, l'année où les Silent Nights ont été instaurés, présentent un bilan de 22 victoires pour une seule défaite lors de ces soirées. J'avoue que ça doit être quelque chose, mais je vais changer de sujet là. C'est quoi tous ces scandales dont on entend régulièrement parler en NCAA? Ah oui, ça c'est très important de l'évoquer. Les joueurs universitaires, même s'ils reçoivent une bourse d'études généralement assez élevée, n'ont pas le droit de toucher un seul dollar pour jouer. Pareil pour ce qui est des avantages en nature, de telles pratiques peuvent être lourdement sanctionnées. L'an dernier par exemple, la NCAA a découvert que Penny Hardaway, coach des Tigers, avait payé le déménagement à la mère de James Wiseman afin qu'elle puisse le rejoindre à Memphis. Boum, 12 matchs de suspension. Je trouve ça tellement sévère
cher pour une aide qui n'a pas dépassé quelques milliers de dollars. Ce n'est pas par hasard que ce système est régulièrement remis en question. Et ce n'est pas un hasard non plus si certains joueurs comme LaMelo Ball ou R.J. Hampton l'an dernier ont préféré aller à l'étranger, histoire de toucher le salaire qu'ils méritaient. Chacun essaye de trouver des solutions, et la dernière mode là, c'est d'aller en G-League. C'est ce qu'ont fait cette année Jalen Green et Jonathan Kuminga, entre autres deux gros prospects pour la draft 2021. Pourquoi pas? Alors après, c'est sûr, aller en NCAA apporte généralement une meilleure formation, avec des coachs reconnus qui prennent le temps pour toi. Mais je comprends tout à fait que certains gars, notamment ceux qui ne sortent pas des milieux les plus aisés, aient envie de vivre du basket dès qu'ils le peuvent. À l'époque, le basket universitaire présentait un argument de poids, celui de pouvoir ressortir avec un diplôme. La plupart des étudiants, généralement, restaient alors 4 ans dans leur fac et avaient la certitude de ressortir avec une certification en poche en cas de pépin. Mais tout ça, c'est de moins en moins d'actualité. Aujourd'hui, la plupart des prospects pratiquent ce qu'on appelle le one and done. C'est-à-dire passer une seule saison à la fac pour passer cette année qui est obligatoire après le lycée avant de faire le grand saut vers la NBA. Ah ouais, je vois. Donc en fait, tu n'as pas le choix que d'attendre un an après le lycée si tu veux jouer au plus haut niveau. Ouais, et ça, c'est depuis 2005, année lors de laquelle David Stern a fixé l'âge minimum pour être drafté à 19 ans. À la base, ça partait d'un bon sentiment. Il voulait éviter que des mecs trop immatures détruisent leur carrière en allant trop tôt dans un monde de professionnels. Après, il y a des mecs qui ont réussi, comme LeBron James, Kobe Bryant, Jermaine O'Neal, Kevin Garnett ou Tracy McGrady, entre autres. Ouais, là, derrière, c'est le maillot de Kobe au lycée, parce qu'il n'est pas allé à la fac en NCAA. Par contre, il y a pas mal de joueurs à qui ça n'aurait pas fait de mal de bénéficier d'un peu plus de formation. Là, je pense par exemple à Kwame Brown, Jonathan Bender, Darius Miles, Eddie Curry ou Sébastien Telfair, tous draftés très haut à la sortie du lycée, mais qui n'ont pas réussi à répondre aux lourdes attentes placées en eux. Vraiment, cette situation-là, je la trouve compliquée. L'idée de protéger ces gamins est bonne, mais je trouve qu'il est difficile de dire à un gamin de 18 ans qui a le level qu'il n'a pas le droit de gagner sa vie avec le basket. C'est ce qui explique tous les dessous de table, les scandales et la remise en question régulière du système universitaire. Et ouais, c'est pas rare que pour attirer les prospects, les programmes filent un petit billet en scred aux étudiants. Après, je veux pas rentrer dans la théorie du complot non plus, parce que pas mal de choses dans cette situation restent à prouver, mais je veux juste rappeler que cette situation est délicate. Bon là, apparemment, il y a des discussions en cours pour remettre l'âge minimum à 18 ans, j'avoue, c'est pas plus mal. Quand on voit que la plupart des prospects principaux pratiquent le one and done désormais, je trouve qu'elle est un peu hypocrite cette règle. Moi, je suis pour que chaque gamin puisse faire comme il veut. En 2022, le phénomène Mikey Williams pourrait ainsi être le premier à profiter de ça. En tout cas, à mon sens, c'est à la NBA surtout de trouver des solutions efficaces pour entourer ses kids. Après, chacun son point de vue à ce propos. Pour finir là-dessus, quand je vois les millions que brasse la NCAA en utilisant les étudiants comme produits commerciaux, j'ai du mal à accepter l'idée que ceux-ci ne puissent pas toucher aussi leur part du gâteau. D'autant plus que certains coachs, eux, s'en mettent plein les poches. Et ces coachs, parlons-en, beaucoup d'entraîneurs légendaires restent attachés parfois des décennies à leur fac. En NCAA, on fait confiance sur la durée, et la valse des coachs n'est pas du tout la même qu'en NBA. Mike Krzyzewski de Duke, John Calipari de Kentucky, Jim Boeheim de Syracuse, Tom Izzo de Michigan State et Bill Self de Kansas sont peut-être les plus connus parmi le pool de tacticiens universitaires. Et comme je le disais, ces légendes sont souvent grassement payées, avec des salaires annuels dépassant facilement le $1 million. Après, comme en NBA, pas mal d'anciens joueurs se reconvertissent en tant que coach en NCAA aussi. Les plus réputés sont Patrick Ewing à Georgetown, Juwan Howard à Michigan et Penny Hardaway à Memphis. Des noms qui, j'imagine, vous parlent forcément. D'accord, là j'ai l'impression qu'on commence à avoir fait un bon tour, mais j'ai encore quelques questions. La durée maximale pour un joueur en NCAA, c'est combien? 4 ans? En principe, oui, une année freshman, suivie d'une année sophomore, puis une junior et enfin une senior. Mais il y a des exceptions qu'on appelle les années redshirt, qui peuvent avoir lieu dans 2 cas précis. Le premier, c'est quand un joueur n'est pas prêt, il reste alors avec la team, s'entraîne avec elle mais ne participe pas au match. Cette saison donc, même si le gamin est dans le programme, ne compte pas dans les 4 ans. C'est par exemple ce qu'a fait avec Gonzaga le français Joël Ayayi, dont on parlera plus tard. En gros, avant de commencer son cursus universitaire, il a passé une saison à apprendre le temps de l'éclosion. Le deuxième cas, lui, est saisi en cas d'exception médicale. Quand un joueur subit une grosse blessure et ne peut quasiment pas jouer de la saison, la NCAA s'autorise à ne pas la comptabiliser. Ce fut le cas de David Lighty, par exemple, qui aujourd'hui joue à Lasvel, qui a pu faire 5 ans à la fac suite à une importante blessure après seulement 7 matchs lors de sa saison junior. Cette règle, je la trouve plutôt normale. Je trouve ça abusé que des blessures ou des problèmes médicaux puissent complètement gâcher un cursus. Enfin, pour la petite anecdote, précisons qu'il n'y a aucune limite d'âge pour jouer en NCAA. Tant que dans ta vie tu n'as pas dépassé ce quota d'années, tu peux toujours appartenir à une team. Bon, la grande majorité des gars quand même se situe dans une tranche d'âge allant de 18 à 22 ans, mais il y a des exceptions. En 2008 par exemple, Ken Mink, à 73 ans, est devenu l'homme le plus vieux à mettre encore des points sous le maillot de sa fac. Bon après, rassurez-vous, ce n'était pas en division 1 non plus.
Ah ouais, c'est fou ça. Et je me demande aussi, est-ce qu'il peut y avoir des transferts? Oui, tout à fait, même s'il y a quand même des limitations pour éviter d'aller trop dans l'abus. Mais ça arrive régulièrement que des joueurs qui veulent plus de temps de jeu ou un peu plus d'ambition décident de changer de fac. Le français Olivier Sarr, par exemple, était très attaché à son coach Danny Manning à Wake Forest. Mais cet été, lorsque le tacticien a été licencié, Sarr a décidé de migrer vers Kentucky afin sûrement de s'offrir plus de visibilité pour son année senior et pourquoi pas tenter de remporter la March Madness. En parlant de la saison à venir d'ailleurs, qui s'annonce exceptionnelle en raison du Covid, rassurez-vous, il n'y aura que peu de changements. Enfin, sauf en cas de nouvelle pandémie, ce que évidemment je n'espère pas. Bon, par contre, cette année déjà, il n'y a pas eu de scrimmage et le coup d'envoi a été donné 15 jours plus tard que d'habitude. Tant pis pour la Midnight Madness, tes masques et ta danse de la carioca. Bien sûr aussi, des dispositions sont prises pour respecter les gestes barrières et les salles accueillent le public de façon très limitée. Dommage pour l'ambiance si représentative du college basketball, mais c'est comme ça, c'était ça ou rien. Pour le reste, tout devrait se dérouler à peu près comme prévu, avec un Selection Sunday annoncé le 14 mars et un Final Four qui aura lieu du 3 au 5 avril, on croise les doigts. Mais maintenant, avant d'évoquer les joueurs et les équipes à suivre pour cette saison 2020-2021, j'aimerais parler brièvement, vraiment un tout petit peu d'histoire. Il y a quelques chiffres pour votre culture qu'il est très important de connaître. Sachez pour commencer que UCLA est l'équipe la plus titrée, avec 11 championnats. Derrière eux viennent Kentucky avec 8 et North Carolina avec 6. Après, faut savoir que si la fac de UCLA apparaît si haut dans ce classement, c'est surtout parce qu'elle a vécu une période épique. Entre 1964 et 1975, avec John Wooden en tant que coach, la fac de Los Angeles a remporté 10 titres en 12 ans, rien que ça. Lou Alcindor, connu aujourd'hui sous le nom de Karim Abdul-Jabbar, jouait justement à la fac à cette époque-là. Il fait partie des rares joueurs avec 3 trophées NCAA au compteur, mais surtout, il est le seul de l'histoire à avoir été nommé 3 fois MOP. MOP, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent du MVP des finales pour la March Madness. D'ailleurs, on continue un peu avec les records détenus par UCLA parce qu'il y en a un paquet. Entre 1971 et 1973, alors que Bill Walton en était le leader, la fac est restée invaincue pendant 88 matchs. C'est la plus grosse série de tous les temps. Là, on commence à capter à quel point la fac californienne est légendaire. Du coup, je stoppe là et j'annonce quelques records individuels pour finir. Frank Selby, en 1954, a mis 100 points en un match. C'est le même record qu'en NBA qui, lui, est détenu par Wilt Chamberlain. Le record de la March Madness, lui, est fixé à 61 points. Il est détenu par Austin Carr et date de 1970. De son côté, Pete Maravich est celui qui a mis le plus de points sur l'ensemble de son cursus universitaire, avec 3667 unités en 4 ans. Cela lui donne une moyenne de 44,2 points par rencontre, un truc inaccessible aujourd'hui. Enfin, David Lighty, dont on parlait tout à l'heure, est l'homme qui a disputé le plus de rencontres en NCAA avec un total de 157. Sa saison redshirt, due à une blessure qu'on évoquait plus tôt, lui a permis de passer 5 saisons à la fac. Beaucoup de choses s'expliquent avec ça. Mais bref, trêve de chiffres et d'histoire, même si j'adore ça, je ne suis pas là pour vous saouler avec ça. Alors arrive maintenant le moment qui me hype le plus. Celui où je vous présente mes joueurs à suivre pour la saison universitaire 2020-2021. Là j'ai fait le choix de n'en garder que 6, et pour être franc ça a été hard. Mais bon, je pouvais pas non plus m'étaler, en prendre plus, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Après je me dis ça fait partie du jeu, même si c'est pas simple, c'est un bon exercice de devoir se limiter. Par contre, je vais pas me priver pour faire quelques big ups. Il y a des gars par exemple comme Luka Garza d'Iowa, Colin Gillespie de Villanova ou encore Jared Butler de Baylor qui sont extrêmement attendus. Cependant, les deux premiers sont seniors, le troisième est sophomore et à ce jour, c'est pas bien certain qu'ils aient un avenir en NBA. En fait, à la fac, il y a pas mal de gars qui sont très bons mais qui ne présentent probablement pas le profil des prospects qui sont attendus dans la grande ligue. Cela peut être dû à plusieurs raisons, un âge trop avancé, un manque de qualité athlétique, un défaut d'envergure ou encore un physique trop frêle. Beaucoup sont persuadés par exemple qu'aujourd'hui un Larry Bird ne serait jamais drafté au premier tour. Quelle erreur ce serait. Après tous ces gars, ça veut pas dire qu'ils ne seront pas du tout draftés non plus, hein, mais même si je leur souhaite le contraire, il y a quand même peu de chances qu'ils fassent partie des top picks. Donc désolé pour tous ces joueurs, mais vous inquiétez pas, je pense à vous, j'ai préféré me focus sur 6 prospects que l'on attend très haut lors de la prochaine draft. Des mecs qui en gros passeront sûrement très vite sous mon crible lors de futurs Airball Projects. Car oui, les 6 que je vais évoquer sont tous attendus dans la loterie, c'est-à-dire le top 15. J'ai classé les 6 joueurs que j'ai gardés par ordre alphabétique de leur nom de famille et le premier qui vient, c'est Scotty Barnes de Florida State. Lui, ce que j'aime, c'est qu'il est ultra polyvalent. Il peut défendre, prendre des rebonds, créer pour lui et pour les autres et distribuer la balle. Donc peut-être que parfois il souffre un peu d'être trop partageur et qu'il manque d'agressivité vers le cercle. Ajoutons qu'il n'est pas un excellent shooter non plus. Au premier abord, ça peut paraître rédhibitoire, mais je ne pense pas. Barnes, avec ce qu'il a déjà, pourra devenir un vrai facilitateur des deux côtés du terrain et pourrait se construire avec ça un bel avenir dans la grande ligue. Le suivant, c'est BJ Boston de Kentucky. Lui, c'est un très gros shooter, capable de créer son tir, de balancer des pull-ups, tout ça avec un excellent range. Mais ce n'est pas tout, il est également très bon sans la balle et adore se démarquer pour artiller en catch and shoot. Après, ça arrive qu'il force un peu trop en attaque et qu'il commette beaucoup de déchets. Mais bon, il est jeune et ça se polie, et je pense que rien qu'avec ses qualités au tir, son futur est tout tracé en NBA.
Place maintenant à Cade Cunningham d'Oklahoma State, que beaucoup considèrent comme le futur first pick. Lui, je me suis empressé de le voir jouer mercredi et j'ai kiffé. Il est un très grand meneur avec une grosse vision de jeu, un excellent handle, des appuis surpuissants et un vrai body control. Rien que ça classe un homme. D'autant plus qu'il peut switcher en défense et prendre des moissons de rebond. Boum. Après, j'aimerais qu'il progresse un peu sur son shoot, ça ne lui ferait pas de mal. Mais peu importe, attendez-vous que cette saison, sous le maillot d'Oklahoma State, il produise pas mal de stats. Sur le premier game, le gars a tout fait, sûrement un peu trop d'ailleurs, mais ça sent qu'il veut se faire remarquer. Physiquement, sa domination n'est déjà pas loin d'être incroyable. Tout semble donc au vert pour qu'il puisse vraiment briller au plus haut niveau. Coucou Jalen Johnson de Duke, c'est ton tour. Lui, c'est le phénomène athlétique, qui court très vite, saute dans tous les sens et pourra marquer énormément de points en transition. Après, le gars est à polir quand même. Ça ne lui ferait pas de mal de taffer ses fondamentaux, notamment au shoot ou en défense. Mais un athlète pareil qui, avec sa puissance, peut même jouer au poste, fera forcément du dégât dans la grande ligue. Place à Evan Mobley, le pivot de USC. Lui est un intérieur très athlétique, très énergique, qui peut courir d'un bout à l'autre du terrain et finir avec pas mal de touchés près du cercle grâce à son agilité et sa vitesse. Quand en plus de ça, tu vois qu'il est un énorme dunker et un excellent contreur, tu te dis qu'il a tout pour plaire. C'est vrai, mais j'aimerais par contre qu'il se montre un peu moins timide et prenne peut-être en masse musculaire avec le temps. Mais bon, ça viendra, puis avec Mobley, aucun doute, le potentiel est bel et bien présent. Ensuite vient Zaire Williams de Stanford. Là encore, les fidèles de mes Philadelphia Six-Men sur NBA 2K21 connaissent très bien ce nom. Lui, c'est le gars qui sait absolument tout faire, mais qui n'excelle pas vraiment dans un secteur particulier. Cependant, il est très énergique, prend des rebonds et peut scorer dans toutes les positions, que ce soit près du cercle, au périmètre, en pull-up ou en catch and shoot. Déjà, c'est un très bon point quand même. Ajoutez à ça qu'il a une envergure de dingue, est capable de défendre sur tous les postes et peut se transformer en cauchemar pour ses adversaires sur une presse tout-terrain. Franchement, ok, il a pas de spécialité, mais avoir tout ça dans sa panoplie, je kiffe. J'attends de lui qu'il se développe encore à Stanford, mais les outils sont vraiment déjà là. Pour moi, il fait partie des plus gros potentiels de cette cuvée. Bon voilà, j'ai présenté mes 6 gars, mais pour être complet, j'ai décidé d'ajouter 3 joueurs français. Sorry, c'est mon côté patriote. Faut savoir là qu'à la rentrée, mercredi, il y avait 25 joueurs français dans des effectifs de NCAA en Division 1. Je leur fais à tous un big up et je leur souhaite un maximum de réussite. Par contre, à mon grand regret, je ne pourrai pas parler de tous et je serai obligé d'être bref. Mais si vous êtes hypé, la commu, ça se peut bien que je refasse mon top des joueurs FR en NCAA comme je l'avais fait l'an dernier. Vous me direz en commentaire si vous êtes chaud. Là, faut savoir que les 3 tricolores que je vais évoquer sont plutôt annoncés au second tour de la draft, mais tous pourraient monter en cas de bonne saison dans leur fac respective. Bref, si on prend l'ordre alphabétique, encore une fois, on commence par Joel Ayayi, que j'avais évoqué plus tôt en raison de sa saison redshirt. Ce que j'aime chez ce gars, c'est sa combativité, sa hargne. Joel fait moins de 2 mètres et la saison dernière, il tournait à plus de 6 rebonds par match. Je trouve ça ouf. En défense, avec ses mains actives, il est capable d'être une sangsue et peut faire beaucoup d'interceptions. En attaque, il est un bon playmaker qui peut briller avec ou sans la balle et partir en contre-attaque. J'aime bien. Bon, après, il peut avoir tendance à s'effacer un peu offensivement, mais c'est pas grave. Je trouve qu'en 3 ans à la fac, en comptant sa saison redshirt, il a déjà fait énormément de progrès. Il aura également la chance d'être exposé en évoluant dans une équipe de Gonzaga qui est très attendue. Autour d'Yves Ponce maintenant, qui entame sa saison senior à Tennessee. Lui, c'est le manimal de la NCAA. Il est un excellent athlète qui joue avec une énergie folle qui lui permet sans souci d'occuper le poste 4 malgré son manque de taille. Il possède d'immenses qualités au contre, saute très haut et peut poser des bâches ultra spectaculaires. Puis en attaque, tout va de mieux en mieux pour lui, avec de plus en plus de points scorés au poste et à mi-distance notamment, c'est prometteur. Maintenant, je dois le dire, je suis un peu partagé avec Ponce. Doit-il travailler son shoot à fond pour pouvoir occuper un rôle de 3&D en NBA ou doit-il insister sur le secteur intérieur malgré son manque de taille dans lequel il semble beaucoup plus à l'aise. C'est ce que l'on observera cette saison. En tout cas, s'il réussit à définitivement s'affirmer et à passer ce step, les scouts de la NBA pourraient être très attentifs à son propos. Enfin vient Olivier Sarr, senior, qui, comme je le disais précédemment, vient d'arriver à Kentucky. Lui, sa principale qualité, c'est d'être un bon joueur d'équipe, toujours actif, qui fait toutes ces petites choses qui ne se voient pas forcément dans les stats. Il a de bons moves au poste en plus, et peut s'écarter jusqu'à 4 ou 5 mètres sans aucun souci. Tout ça, ça lui donne d'excellentes bases. Maintenant, c'est vrai que ça lui arrive de peu réclamer la balle, et d'avoir un peu de mal à s'affirmer offensivement. Dans une fac comme Kentucky, qui regorge de talents individuels et offensifs, ça pourrait se montrer encore plus flagrant. Par exemple, mercredi, lors de la première mi-temps, même s'il s'est rattrapé après, il n'a pas pris un seul shoot. Mais bon, c'est normal aussi quand on arrive dans un nouvel endroit qu'il faille faire sa place et prendre ses marques. Puis je me rassure, car coach Calipari a dit qu'il voulait donner un vrai rôle offensif à Olivier. Je suis donc persuadé que plus la saison avancera et plus Sarr sera précieux chez les Wildcats.
Pfiou, c'est un marathon cette vidéo, je suis en train de complètement de perdre ma voix, mais on arrive bientôt au bout là. Mais bien sûr, je ne vais pas vous laisser sans vous parler de mes 3 équipes favorites pour le titre. La première, c'est Gonzaga, qui l'année dernière a affiché un bilan de 31 victoires pour seulement 2 défaites. La fac a dominé le classement de la Associated Press pendant une bonne partie de la saison dernière. Il faut préciser aussi que l'équipe est au top depuis un moment, déjà 4 saisons de suite à 30 wins ou plus, ça pèse. Après, il y a eu quelques pertes importantes à l'intérieur, notamment avec Kylian Tilly ou Philippe Petrousev. Il va donc falloir compenser ses départs dans la peinture. Pour ça, Drew Timm, qui revient de blessure, et Pavel Zakharov, qui n'a que peu joué lors de sa saison freshman, devraient être responsabilisés. Mais je ne serais pas complet si je ne parlais pas d'une grosse recrue, une immense même, Jalen Suggs, que j'aurais très bien pu aborder dans mes 6 joueurs à suivre précédemment. Oui, le gars est un prospect 5 étoiles, qui joue au poste de meneur et est clairement attendu dans le top 10 de la prochaine draft. S'il arrive à être agressif offensivement, comme son potentiel le laisse entendre, il pourrait vraiment apporter un côté dynamiteur à cette team qui, avec un mix de talent, de fougue et d'expérience, est envisagé très haut cette année encore. Vraiment, Gonzaga sera à suivre de très près. Vient maintenant Kentucky, ça c'est ma grosse cote mais aussi mon petit coup de cœur. La fac dispose d'un effectif très jeune et très talentueux. J'aime la façon dont John Calipari arrive à construire ses rosters avec que des gars qui ont un vrai avenir en NBA. Alors oui, beaucoup de gars partiront dès l'an prochain, comme BJ Boston que l'on a déjà évoqué ou encore Terrence Clark qui fait partie de mes petits chouchous. Ce mec a des bras interminables, est très athlétique et a d'énormes qualités au scoring. Tout pour plaire aux recruteurs quoi. Dédicace aussi à Devin Askew à la main qui cumule à la fois des dons de playmaker et de shooter, c'est huge. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'au milieu de tous ces gamins, on retrouve la sagesse et l'expérience d'Olivier Sarr. C'est vraiment pas bête de l'avoir fait venir. Bien sûr, avec toutes ces nouvelles têtes, il faudra créer une alchimie, trouver des moyens de partager la balle et faire en sorte que tout le monde soit impliqué, ce ne sera pas du gâteau. Mais Coach Cal a l'habitude, car à chaque intersaison, c'est ce qui arrive à Kentucky, donc j'attends vraiment d'eux qu'ils obtiennent du succès. Et ce, même si la cohésion met du temps à se développer, vu que les 6 meilleurs scoreurs de la saison dernière ont désormais plié bagage. Pour finir, la fac que je supporte depuis maintenant quelques années, Villanova. Alors bien sûr, il y a un côté préférence personnelle qui fait que je les mets là, mais ce n'est pas tout. Les gars de Philadelphie sont vraiment attendus. Vu qu'ils ont déjà gagné en 2016 et en 2018, la tradition de tous les 2 ans aurait voulu qu'ils remportent le titre l'an dernier en 2020. Bon, j'avoue, l'argument est un peu léger, mais mine de rien, ils étaient encore très bien placés. Et cette saison, mis à part Saddiq Bey qui a été drafté par les Pistons, tous les titulaires sont de retour. Colin Gillespie sera vraisemblablement le leader, il pourra shooter de loin pendant que Justin Moore, son pote sur les lignes arrière, attaquera le panier. Mais perso, celui qui me hype le plus, c'est le sophomore Jeremiah Robinson Earl. Encore une fois, les plus assidus de mes Six-Men auront entendu parler de lui. Comme quoi ça sert de suivre ma série gaming pour connaître un peu les prospects du futur. Ce mec est un intérieur très dur qui a tourné à un poil de fesses du double-double pour sa saison freshman. C'est lourd et il va encore progresser. Un premier tour lors de la prochaine draft est tout à fait envisageable. Enfin bref, tout ça c'est bien, mais le truc qui me donne vraiment confiance en cette fac de Villanova ne vient pas des joueurs, mais plutôt du coach, Jay Wright. Le tacticien s'assurera que sa team présente un vrai fond de jeu et une éthique de travail irréprochable, une attitude de professionnel, tout en jouant dur et en partageant la gonfle. Ça défonce tout quand t'as un coach comme ça, non? Je ne le cache pas, il est l'une des principales raisons pour lesquelles je mets Nova parmi mes favoris. Bon, je dois le dire, vous imaginez, il a été très difficile de ne garder que 3 équipes sur 357. Mais peu importe, j'ai fait mon choix, je tente ma chance, j'ai décidé de me mouiller. Et si ça match, vous me rappellerez de jouer à l'euro milieu. Petite dédicace à Baylor quand même, dont il faudra se méfier. La team possède un effectif très complémentaire, qui avait enchaîné 23 wins de suite l'an dernier. Ils seront donc forcément très attendus. Enfin bref, j'arrête là parce que sinon je vais jamais m'arrêter, mais vous avez compris quelles sont mes teams favorites, celles que j'attends le plus. Mais si vous avez bien suivi cette vidéo, vous avez bien compris que ce qui fait le sel de cette NCAA, c'est bien l'incertitude. Alors même si je dois me planter bien comme il faut sur mes pronostics, soyez-en sûrs. Je vais prendre énormément de plaisir, et maintenant j'espère que vous aussi, à mater du basket universitaire cette saison. Voilà pour ce qui est de mon guide de la saison de College Basketball 2020-2021, voilà pour ce qui est de mon 3e tuto, après la loterie et la free agency. Bon, est-ce que pour ceux pour lesquels la NCAA était floue, c'est désormais plus clair? J'espère que oui, c'était mon but principal. Et ceux qui suivent un peu plus là, est-ce que vous êtes ok avec mes prédictions? Mettez-moi les vôtres dans la section commentaires, ça m'intéresse. Sinon, je ne le répéterai jamais assez, pensez à aller voir nos vidéos YouTube sur la chaîne de Basket Info. On essaye de faire un truc hyper complémentaire à cette chaîne-là, et dernièrement, on a sorti quelque chose sur la création du basket. Là-bas, pas de rumeurs, pas de légendes urbaines, juste des faits évoqués par James Naismith lui-même dans son bouquin et ses enregistrements qui ont été retrouvés. Allez y faire un tour, ça vaut le coup d'œil et j'espère qu'encore une fois vous apprendrez des choses. Pour débattre avec la commu et suivre tous les projets que je mène au quotidien, vous connaissez, c'est sur Discord et Instagram que ça se passe, il y aura tous les liens essentiels de toute façon dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche en appuyant sur toutes, on lâche son plus beau commentaire et on pose un magnifique pouce bleu. Monsieur le Perse, Oh, ça c'est beau. le 4 à la suite bien sûr. Puis si la vidéo vous a
plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee afin qu'on développe de tout nouveaux projets tous ensemble. J'ai déjà plein d'idées. Quoi qu'il en soit, ceux qui ont réussi à digérer cette longue vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'être encore là et de m'avoir écouté. Vous êtes des vrais. À très vite.